Nous sommes en septembre 2014 dans l'Iowa, au cœur des États-Unis. Une étudiante chinoise de 19 ans disparaît sans laisser de traces. Son nom, c'est Tang Xiao. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'elle n'a pas d'ennemis connus, pas de passé trouble, c'est une jeune fille sans histoire et sans problème. Pourtant, pendant quelques jours, plus personne ne la voit, son téléphone reste silencieux, puis soudain, un message apparaît. Un message pour rassurer ses proches. Mais ce que personne ne sait encore à ce moment-là, c'est qu'un secret se cache derrière ce message, et que cette affaire va devenir l'un des plus grands dossiers criminels internationaux entre les États-Unis et la Chine. Tang Xiao est né le 12 novembre 1994 dans la ville côtière chinoise de Dalian, une ville moderne, ouverte sur la mer, située dans la province du Liaoning, connue pour son développement économique et ses universités. Elle est fille unique et naît dans une famille typique de la classe moyenne de Chine. Son père est fonctionnaire et sa mère femme au foyer. Ses parents n'ont qu'un seul objectif, lui offrir un avenir meilleur. C'est une excellente élève, c'est vrai, sérieuse, persévérante. Elle étudie au prestigieux lycée Dalian Yuming, réputé pour avoir formé les meilleurs scores au Gaokao, l'examen d'entrée à l'université chinoise, et pour être l'un des terrains d'entraînement de la compétition olympique. Cependant, Tang n'a pas pu décrocher d'université de premier plan et décide alors d'aller étudier aux États-Unis, optant pour le génie chimique à l'Iowa State University à Ames. Son rêve est clair, construire une carrière scientifique. Elle rêve de devenir biologiste. Ses parents ont économisé plus de $100 000 pour ses études. Ils investissent toutes leurs économies. En 2011, elle part donc à Pékin pour suivre des cours d'anglais et se préparer à ses études aux États-Unis. C'est là qu'elle va rencontrer un garçon, Li Shanyan, de 3 ans son aîné, originaire de Wenzhou. Il vient d'une famille aisée et semble avoir un crush immédiat pour la jeune femme. Lui aussi d'ailleurs va aller étudier aux États-Unis, ça les rapproche un petit peu. Les deux jeunes donc restent en contact, même si on ne sait pas exactement ce qu'était leur relation, notamment du côté de Tang. En tout cas, Li, lui, a l'air un petit peu accroché. Il vient d'ailleurs rendre visite aux parents de Tang pour se présenter. C'est ce que l'on sait. Tang est accepté à l'Iowa State University en génie chimique, ce qui fait la fierté évidemment de ses parents. Elle travaille dur, ses professeurs la décrivent comme appliquée et disciplinée. Ce qu'on oublie souvent, c'est que Tang n'est pas seulement une étudiante sérieuse, c'est vrai qu'on la présente beaucoup comme ça, mais elle enseigne aussi à côté le chinois à des étudiants américains, elle aime danser aussi, elle se distingue par sa capacité à résoudre très rapidement le Rubik's Cube, en moins d'1 minute, ce qui en fait une petite célébrité sur le campus américain. Ses camarades, surtout des étudiants chinois, parle d'une jeune femme gentille qui aime s'amuser, mais sans excès. Le souci, c'est que Tang est loin de sa famille, loin de son pays, loin de sa culture aussi. C'est vrai que parfois c'est difficile. Et certains proches vont même aller jusqu'à dire qu'avec le temps, elle semblait plus renfermée qu'avant, comme si quelque chose dans sa vie personnelle pesait de plus en plus sur elle, très certainement l'éloignement. Mais une personne qu'elle connaît bien va rentrer dans son quotidien. Il s'agit de Li. Li, à ce moment-là, étudie à 230 km de là, en commerce, mais va se faire muter dans l'université de Tang. C'est comme ça qu'en 2013, il est transféré à l'université de l'Iowa pour se rapprocher d'elle. À partir de là, les deux vont continuer de se fréquenter, forcément. Ils vont partager des choses en commun, notamment le mal du pays, c'est ce qui revient souvent dans leurs discussions. Tout semble présager une belle histoire finalement entre les deux jeunes gens, c'est ce que se disent leur entourage, on les voit régulièrement ensemble. Et justement, quand au tout début du mois de septembre 2014, Tang annonce à ses amis qu'elle va partir en week-end avec son petit ami, il n'y a rien d'étrange à cela. Elle le présente comme son petit ami de temps en temps, et des fois c'est pas très clair. C'est ça qui est un petit peu gênant pour ses copines.
Nous sommes le week-end du 6-7 septembre 2014. Tang et Lee prennent la voiture de la jeune femme, sa Toyota Camry beige de 1997, direction une petite ville de l'Iowa, dans le Nevada. Ce sera la dernière fois que la jeune femme sera vue par ses amis. Le week-end passe, elle ne rentre pas. Personne ne s'alarme immédiatement, on n'est pas vraiment inquiet, personne ne s'en aperçoit finalement. Ça paraît pas extraordinaire qu'elle ne soit pas rentrée, d'autant plus que le 8 septembre, Tang envoie un SMS à l'une de ses colocataires, puisqu'elle vit en colocation, avec le téléphone de Lee, pour lui dire que Lee doit retourner en Chine à cause d'une urgence, et que donc elle va prendre le bus pour le Minnesota, et en profiter pour voir des amis chinois qui habitent là-bas. Son téléphone est cassé, c'est ce qu'elle raconte à sa colocataire, donc elle la contacte du téléphone de Lee. Salut, je suis toujours à Iowa City, mais j'ai perdu mon téléphone, donc j'utilise celui de Lee. Il a une urgence familiale et il doit peut-être reprendre un avion pour la Chine aujourd'hui. Du coup, je vais prendre un bus pour le Minnesota et rendre visite à des amis là-bas. Je serai de retour dans une semaine. Je garde le téléphone de Lee avec moi, mais il n'a presque plus de batterie. Rien vraiment d'anormal finalement. Les jours passent, les colocataires commencent à se poser des questions en se demandant quand est-ce qu'elles comptent revenir. Surtout qu'elles n'ont plus de nouvelles. Via les réseaux sociaux, elles contactent les amis de Tang dans le Minnesota pour savoir comment ça va quand même. Aucun d'eux ne l'a vue et ça c'est surprenant parce que, je viens de vous le dire, elle a quand même dit à l'une de ses colocataires qu'elle passait voir des amis chinois dans le Minnesota. Les proches et les amis commencent vraiment à s'inquiéter. L'ami de Tang, qui s'appelle Jin, et son autre colocataire vont déposer un rapport de disparition auprès de la police d'Ames le 18 septembre. À ce moment-là, personne n'imagine encore que le pire est déjà arrivé. La police part de zéro, elle sait que la jeune femme est allée passer le week-end dans un hôtel de la région, et surtout il y a un nom qui revient sans cesse dans les discussions des copines de Tang, c'est Lee, la personne qui a passé le week-end avec elle. Et les langues vont commencer à se délier parmi les copines de Tang. Certaines se confient. Selon elle, Lee semblait croire qu'il était son petit ami, alors que Tang fréquentait d'autres hommes dont tous n'étaient pas au courant de l'existence des autres. Lee semblait être obsédé par Tang, mais personne dans l'entourage de la jeune femme ne l'appréciait. C'est vrai que c'est un individu mystérieux au sein de la communauté étudiante chinoise, qui est pourtant une communauté très soudée. Il se mêlait rarement aux autres qu'avec sa petite amie, Tang. D'ailleurs, il a commencé à squatter dans la chambre de Tang à l'été 2013, au grand désarroi de ses colocs qu'il voyait à chaque fois revenir. On a essayé de le mettre dehors, mais il ne voulait jamais partir. Voici ce que racontent les colocataires. En tout cas, il donnait vraiment l'impression de vivre avec elle. D'ailleurs, début 2014, il a donné son adresse, comme la sienne, à 2 reprises lorsqu'il a été verbalisé pour des infractions au code de la route alors qu'il conduisait sa BMW 2009. Il a donné l'adresse de Tang, comme si c'était chez lui. Comme ses colocataires désapprouvaient Lee, le couple se rendait souvent dans les hôtels voisins le week-end pour être un petit peu plus tranquille. Les autres amis de Tang partageaient la même mauvaise opinion du jeune homme, au point que Tang évitait de parler de lui en leur présence. Une cousine en Chine a noté que lors de ses visites chez elle, Tang semblait plus renfermé qu'auparavant, ça ne lui ressemblait pas. Et quand la police apprend que Lee a embarqué dans un avion pour la Chine, tout le monde commence à s'inquiéter pour la jeune fille. A-t-elle seulement disparu ou lui est-il arrivé quelque chose de bien plus grave ? Il n'y a pas que Lee qui va être inquiété au tout départ de cette affaire, puisque les amis de Tang vont aussi donner le nom d'un autre garçon qu'elle fréquentait. Il pourrait avoir été contrarié s'il avait appris que Tang était parti en week-end avec un autre gars. Mais lui a un alibi, et donc il est mis hors de cause. C'est simple, les enquêteurs doivent comprendre ce qu'il s'est passé et surtout retracer les mouvements du couple lors de ce fameux week-end. Et les images de vidéosurveillance vont les y aider. Ils commencent par se rendre à l'hôtel qui est le Budget Inn près de la US Route 30. On est près de Nevada, dans l'Iowa, une petite ville à l'est d'Ames. Le propriétaire de cet hôtel raconte aux policiers qu'il les a déjà vus à plusieurs reprises. Ces visages lui reviennent. Et d'ailleurs, il les a vus à plusieurs reprises parce qu'en fait, ils avaient l'habitude de venir passer des week-ends dans son motel. Alors, on demande à examiner les images de vidéosurveillance de l'hôtel, à leur arrivée notamment ce week-end-là, et à leur départ, pour savoir si ils sont bien arrivés tous les deux et s'ils sont bien repartis tous les deux.
Le problème, c'est que malheureusement, le système de caméra n'a pas fonctionné ce week-end-là. Ce sont d'autres caméras qui vont permettre de les suivre. Tout commence, regardez, le 6 septembre, en fin d'après-midi. Sur cette vidéo, on voit Tang et Lee en train de faire des achats. Les images ne sont pas de très bonne qualité, mais ça ne fait pas de doute pour les enquêteurs, c'est bien eux. Aucun signe de dispute apparent, aucun signe de danger immédiat. Le couple semble acheter une bouteille d'eau, c'est ce qu'on comprend, en tout cas quelque chose à boire, et repart. C'est le lendemain qu'on retrouve des images. Et là, chose très inquiétante. Lee est tout seul. Tang n'est pas là. On voit le jeune homme en train de choisir une valise dans un magasin et de l'acheter. Un peu plus tard, sur d'autres vidéos d'un centre Walmart ce coup-ci, on le voit en train d'acheter des haltères. Peut-être avait-il une envie subite de faire du sport. À ce moment précis, on comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et les soupçons se portent sur Lee. Juste après le visionnage de ces images, la chambre de Tang dans sa colocation est fouillée, sans succès. La police obtient également un mandat de perquisition pour aller perquisitionner la BMW de Lee, qui est garée près de son appartement, à côté de la US Route 6, à la périphérie est de la ville. Et c'est là, sur le parking, que la police découvre aussi la voiture de Tang. Les habitants de l'immeuble ont appelé eux-mêmes la police. Ils ont appelé la police en expliquant qu'il y avait une voiture qui était garée là depuis un petit moment, et que de cette voiture, il y a une odeur assez nauséabonde qui en sortait. C'est comme ça que les enquêteurs sont allés fouiller cette voiture et se sont rendus sur place. Il faut attendre l'obtention d'un mandat pour pouvoir fouiller la voiture, mais la police commence à perdre espoir parce qu'ils craignent ce qu'ils vont découvrir. Et effectivement, la tragique découverte est faite. Une valise se trouve dans le coffre de la voiture de Lee, et dans la valise, il y a un corps dont la décomposition a été accélérée par l'exposition de la chaleur de cette fin d'été. Une serviette d'hôtel est entourée autour de la tête. C'est la serviette de l'hôtel en question. Nous sommes le 26 septembre, 20 jours après la disparition de la jeune femme et une semaine après que la police ait été contactée. Rapidement, le corps est identifié comme celui de Tang. La date de la mort ne peut pas être confirmée avec exactitude. Par contre, il y a quelque chose d'étrange à côté du corps. Il y a un poids type haltère, le même type d'haltère qui a été vu sur les images de vidéosurveillance être acheté par Lee. Le rapport d'autopsie détermine que Tang est morte d'asphyxie et de traumatisme contondant. L'enquête bascule, vous l'avez vu, ce n'est plus une disparition, c'est un homicide, il n'y a aucun doute, et Lee est le meurtrier. À partir de là, il y a deux questions qui vont se poser. Où a été tué Tang et où se trouve actuellement Lee? Est-ce qu'il s'est enfui comme le pensent en tout cas les enquêteurs? La réponse, ils vont la trouver dans la voiture de Lee en la fouillant plus profondément. Ils vont trouver des documents de voyage qui montrent que le 6 septembre, il a réservé un vol depuis l'aéroport d'Eastern, Iowa, vers Chicago puis vers Pékin. Et ce n'est pas tout parce que dans la voiture, on trouve aussi le téléphone cassé de Tang. Les relevés téléphoniques montrent que les textos envoyés aux amis de Tang ont été envoyés depuis Chicago, donc c'est bien Lee qui les a envoyés pour faire croire qu'elle était toujours vivante, pour gagner peut-être plus de temps afin de fuir le pays. Les autorités vont découvrir qu'il a atterri en Chine le 10 septembre. On va alors fouiller son appartement et là encore les enquêteurs vont
trouver la preuve qu'il est parti précipitamment. Les courses n'ont pas été rangées. Il y a un contenant ouvert de lait qui est resté assez longtemps sur un comptoir pour qu'il se gâte et des bagages ont été laissés dans l'appartement. La chambre d'hôtel dans laquelle le couple a passé le week-end est pour le coup, avec tous les éléments que l'on a, passée au peigne fin par la police scientifique. On découvre des éclaboussures et des gouttes de divers liquides séchés semblant être du fluide corporel humain. Tout semble laisser croire que Tang a été malheureusement assassiné à l'hôtel avant que son corps ne soit placé dans le coffre de sa voiture et conduit au parking de l'immeuble de Lee. L'autre question que se posent les enquêteurs, c'est qu'est-ce qui a provoqué cet acharnement de la part de Lee envers sa petite amie, en tout cas envers celle qu'il considérait comme sa petite amie. On va pour ça analyser encore une fois plus longuement les relevés téléphoniques de son téléphone. Et on découvre qu'il a longuement appelé, les semaines avant le meurtre, une certaine Karen Yang. Celle-ci est contactée par la police et elle raconte effectivement avoir reçu un appel de Lee qui était en colère, énervé, elle avait du mal à le calmer au téléphone, et il lui a raconté qu'en fait, il a essayé d'appeler sa petite amie, donc Tang, qu'elle a certainement malencontreusement décroché, qu'elle ne le voulait pas, et que lui a entendu une discussion parce qu'elle était déjà en ligne, et il l'a entendu, c'est ce qu'il raconte, discuter avec un autre garçon à son sujet, faisant des remarques désobligeantes. Elle insiste, il était très jaloux, énervé quand il m'a raconté ça. Ensuite, c'est vrai, il a posté sur ses réseaux sociaux un « fuck my life » en chinois. Une semaine plus tard, le 16 septembre, jour de l'anniversaire de Lee, Karen lui envoie un texto. Il ne répond pas, elle commence à soupçonner que quelque chose ne va pas. La police, évidemment, veut absolument arrêter Lee, mais il est en Chine et introuvable pour les autorités américaines. Et là, il y a un mur qui va se dresser. Parce qu'en fait, il n'existe aucun traité d'extradition entre les deux pays, il faut le savoir. En théorie, il est hors d'atteinte. En pratique, l'affaire va dépasser les frontières. Les médias chinois suivent de très près cette affaire. Parce qu'en fait, les parents chinois qui envoient leurs enfants à l'étranger pour aller à l'université, notamment aux États-Unis, sont forcément très préoccupés par leur sécurité. C'est pas forcément une bonne image. Les médias s'emparent donc de cette affaire et essaient eux-mêmes de retrouver Lee. Les autorités américaines transmettent l'intégralité du dossier et les autorités chinoises ouvrent une procédure. Et c'est comme ça que le 13 mai 2015, accompagné de ses deux parents, Lee Xiannian se rend aux autorités de Wenzhou en Chine. La Chine n'extradant pas ses propres citoyens, Lee est jugé là-bas. Il reconnaît les faits, il plaide coupable, mais qualifie son acte d'irrationnel et impulsif, disant qu'il l'avait aimé, mais qu'il était incapable de gérer ses liaisons avec d'autres hommes. Il nie avoir planifié son crime. Ça, c'est important, prétextant que son billet d'avion avait été acheté parce qu'il comptait de toute façon retourner en Chine, étant trop malheureux avec Tang. Mais malgré les affirmations de Lee au tribunal selon lesquelles il s'agissait d'un crime passionnel, les enquêteurs de l'Iowa pensent plutôt qu'il avait planifié le meurtre à l'avance. Après avoir acheté son billet d'avion pour fuir, il a planifié le week-end avec Tang. Il avait dans l'objectif de la tuer. Il n'arrivait pas à gérer cette relation, très certainement, jaloux. En juin 2016, il est condamné. Il est condamné à la prison à vie. La peine de mort est possible en Chine dans ce type d'affaires, mais elle n'a pas été retenue, notamment parce qu'il s'est rendu de lui-même. Il a reconnu les faits. Sa famille a versé une compensation financière à la famille de la victime. Sa condamnation devient définitive le 14 novembre 2016, après le rejet de son appel. Le procès nous permet d'en savoir plus sur les circonstances de la mort de Tang. Lee l'a étranglé et l'a frappé le dimanche 7 septembre dans la chambre d'hôtel. Ensuite, vous le savez, vous l'avez vu, il a acheté une valise et 2 haltères, prévoyant sûrement, d'après les enquêteurs, de couler son corps dans la rivière. Mais finalement, il a décidé de laisser le corps dans le coffre de la voiture de sa victime. Dans cette affaire, grâce à une collaboration qui semblait impossible entre deux pays, la justice a tout de même été rendue pour Tang Shao.
Voilà, c'est la fin de cette affaire. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à commenter évidemment et me dire ce que vous avez pensé de cette affaire. Me donner aussi des idées d'affaires à traiter. Notamment, je le répète, pour cet été. J'essaie de prendre un petit peu d'avance puisque cet été, je vais être pas mal pris. Donc j'essaie de programmer quelques vidéos pour que vous puissiez avoir des histoires cet été. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Spotify si ce n'est pas encore fait, puisque si vous souhaitez écouter les épisodes en audio dans la voiture ou je ne sais où, eh bien c'est l'occasion, on peut se retrouver là-bas. Et puis, si vous avez envie de découvrir d'autres histoires d'une autre façon, voilà, pas forcément comme ça face caméra, avec un script, mais d'une façon peut-être plus naturelle, plus confidence, on va dire, eh bien, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne secondaire. Je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai une chaîne où je partage autre chose, d'autres facettes de ce que je fais, en tout cas, puisque pour ceux qui me connaissent maintenant, vous le savez, je passe beaucoup de temps à créer mes vidéos pour YouTube, mais je fais aussi d'autres choses et ce sera peut-être l'occasion de découvrir tout ça si le cœur vous en dit. Merci en tout cas, je vous souhaite une belle soirée si vous me regardez le mardi à 18h et passez du bon temps. En tout cas, prenez soin de vous, c'est important et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.